Merci, Président Goulet. J'invite le professeur Claudio Ribeiro à présenter le paludisme zoonotique Plasmodium simium dans la forêt atlantique. Et merci d'avoir aidé à organiser cette session, Claudio. Merci. Monsieur le Président Sampaio, Monsieur le Président Goulet, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes collègues et amis Bricaire, Martin et Khalil, mes très chers collègues, confrères, Mesdames, Messieurs. Bon, c'est un très grand plaisir de vous parler depuis cette tribune, maintenant comme associé de cette maison. Je suis très content et très honoré. Je vais vous parler du paludisme zoonotique par Plasmodium simium, qui est le dernier type de Plasmodium zoonotique décrit. Et cela s'est fait. Où on passe? Bon, voilà, il faut replacer, pour replacer la situation actuelle du paludisme dans son contexte historique, il faut dire que en 1940, on estimait qu'il y avait 80 000 décès et presque 6 millions de cas du paludisme. Ça veut dire qu'à peu près 15% de la population serait touchée par an dans les pays. Et grâce à la campagne d'éradication de l'OMS lancée en 1956, le nombre de cas a diminué énormément et on a pu supprimer la transmission en dehors de l'Amazonie, qui reste par excellence la région endémique au Brésil. Et grâce à ça, elle a atteint le niveau le plus bas, moins de 40 000 cas en 1960. En bas, quelques images du professeur Leonidas Digne, de qui je vais parler quelques mots et qui donne le nom du bâtiment où je travaille à la Fondation Oswaldo Cruz. Quelques années de combat et des luttes anti-Anopheles gambier qui s'était introduit par un bateau français au nord-est du Brésil et qui a fait une épidémie très importante de maladies à Plasmodium falciparum. Ces trois maps, ces trois cartes montrent la distribution du paludisme et montrent que grâce à ce programme d'éradication en 1956, on a pu nettoyer la transmission en dehors de l'Amazonie et on a pu concentrer en la région amazonienne vers le nord-ouest du Brésil et on a diminué aussi le nombre de régions à risque de transmission. La situation actuelle, c'est qu'on a moins de 130 000 cas. Ces chiffres correspondent à peu près à 25% de ce qu'on avait à l'an 2000, qui est quand, à mon avis, le programme d'élimination a été pris sérieusement au Brésil pour la première fois. Et notre but est d'éliminer la transmission à falciparum, qui explique à peu près 15% des cas de paludisme chaque année au Brésil. La peur, pour profiter un peu de ce que vous a été raconté par M. Martin Denis, c'est les cas résistants de Plasmodium falciparum et on a des marqueurs génétiques qui indiquent la possibilité d'entrée de cas de paludisme falciparum résistante aux dérivés médicaments combinés à l'artémisinine par la Guyane française. Donc, il y a des marqueurs, pas des cas cliniques dépiquetés à mon avis, jusqu'à maintenant, mais des marqueurs génétiques qui montrent que cette possibilité existe. La transmission est concentrée en Amazonie, bien entendu, parce que les conditions favorisent le maintien de la transmission, mais cette diapo montre les 30 dernières années où vous voyez que la diminution est plus ou moins constante, les cas d'hospitalisation et de décès dus au paludisme. Peut-être on pourrait faire montrer une petite augmentation, je ne sais pas où on pointe, en haut. Il montre là? Non. OK.
Voilà. Alors, ça descend plutôt régulièrement, avec une petite augmentée au cours des 4 dernières années, ce qui étonne personne. Mais enfin, le nombre de décès est important et malheureusement, le nombre de cas a apparemment diminué, ce qui pourrait suggérer un contrôle, et ce qui n'est certainement pas vrai, puisque le cas falciparum, qui indique que la transmission n'est pas bien faite, n'est pas bien contrôlée, augmente. Voici ces diapos nous montrent l'Amazonie légale, ce qu'on appelle l'Amazonie légale, qui occupe plus de 60% du territoire national, qui a à peu près 13% de la population et plus de 99% de paludisme, et moins de 20% de centres de recherche et moins de 10% du produit national brut. Donc, c'est une répartition pas juste du tout. Et vous voyez que de ces 130 000 cas, il y a, je vous ai dit, à peu près 16% des cas falciparum, 3,7% des municipalités concentrent 80% de cas de paludisme et à peu près 2% de ces municipalités concentrent 80% du paludisme à falciparum. Alors, ce qui est important, c'est que même si l'Amazonie légale concentre plus de 99,9% du paludisme, toute la surface du pays, presque, est réceptive au paludisme, puisqu'il y a à peu près 60 espèces d'anophèles qui peuvent garantir la transmission, dont la principale est Anopheles d'Arlinge, qui se voit dans toute cette région, y compris celle où il n'y a pas le paludisme. Donc, un cas qui arrive ici infecté peut très rapidement créer un foyer de transmission. Alors, à part Anopheles d'Arlinge, il y a ici sur la côte, alors l'Amazonie explique que 99,9% des cas, et je vais vous parler de cette paludisme qui se retrouve là, qui est aussi autochtone et qui est expliqué par un autre vecteur qui est Anopheles cruzi et Anopheles bellator, qui donne sur les bromeliidae sur la forêt. Ici, donc sur cette diapo, nous voyons aussi les 5 biomes brésiliens, l'Amazonie, les Cerrado, la Caatinga, le Pantanal et puis la forêt atlantique. Alors, je vous parlerai de ces 2 régions qui sont la forêt amazonienne qui regroupe le 60% du territoire et explique presque la majorité des cas, et puis surtout celle à droite qui est la côte atlantique où se passe le cas dont je vais vous parler, et c'est où il y a la présence de cet Anophel Kertésia cruzi qui donne sur les plantes, sur les fleurs de cette plante, comme je vous ai dit. Et il faut dire que bien qu'au début de la colonisation du pays, elle occupait 15% de la surface du pays, maintenant elle ne groupe que 8%, et ne couvre que 8%, alors que 62% de la population du pays vit dans des zones et dans des États sous l'influence de la région de forêt atlantique. Alors, je vous dis très rapidement que le paludisme en Amazonie sont tous des cas, bien entendu, autochtones, puisqu'ils sont acquis dans la zone d'endémie, et ceux qui sont vus en dehors de l'Amazonie sont soit des cas importés, qui peuvent être importés de l'Amazonie brésilienne aussi bien que d'autres pays d'Amérique du Sud, et aussi de d'autres pays endémiques, l'Afrique, l'Asie. Alors, et aussi, il y a les cas qu'on considère autochtones, ça veut dire qu'au départ, on n'identifie pas un voyage dans notre zone endémique, et avant qu'on fasse les investigations, on dit que c'est un cas autochtone, et après les investigations, très souvent, on découvre que ce cas n'est pas un cas autochtone, mais c'est un cas introduit. Ça veut dire que ce sont des cas qui résultent des cas importés qui sont là, et comme il y a des moustiques autour, ils peuvent créer un petit foyer. Alors, il se passe toujours dans des régions qui sont anciennement endémiques. Il a un comportement traditionnel vis-à-vis de la parasitémie et la clinique. Il est souvent le plasmodium transmis par l'Anopheles d'Arlinge et il dérive, comme je l'ai dit, des cas importés et ça correspond à 90% des cas que se voient en dehors de l'Amazonie. Alors, par contre, il y a les cas qu'on classe comme autochtones, et c'est de ça dont je vais vous parler, et 80% de ce cas-là se passe dans la forêt atlantique. Ils sont résistants au blocage, ils ne dépendent pas d'un cas qui est arrivé là-bas, ce sont des cas qui sont maintenus
la transmission est maintenue par d'autres facteurs. Et puis, ce qu'on va vous montrer, c'est comment on est arrivé à démontrer que c'était une zoonose qui était l'hypothèse principale évoquée il y a 60 ans. Alors ici, c'est un dessin fait par Léon Desdin, le monsieur que je vous ai montré dans les années 60, où il montre des broméliers ici en haut des arbres, ou ici plus bas, où c'est les foyers de création d'Anopheles bellator. Alors ici, c'est le couloir de la Serra do Mar, et une chaîne de montagnes qui va de l'état de Rio jusqu'au nord de l'état de Santa Catarina. Et vous voyez les cas roses, qui sont les cas entre 2006 et 2014, 14 cas. Entre 2015 et 2016, il y a eu l'épidémie qui a fait monter ces chiffres à 50 à peu près. En 2017, nous avons encore une vingtaine de cas, qui sont marqués en triangle. Et ici, c'est la même chose en montrant des singes qu'on a pu démontrer qui étaient infectés par les plasmodiums, que ressemblent énormément au plasmodium vivax qui était diagnostiqué au départ comme des plasmodium vivax. Alors, ici, c'est des photos des maisons où le paludisme a été attrapé, et fournies par les propres médecins, les propres malades, pardon. Et c'est toujours dans des cas dans les zones de forêt préservées, des régions rurales, des résidences très dispersées et peu de résidents. C'est le typique et plus souvent, c'est des visitants, même si c'est des gens qui ont des maisons, c'est où ils passent l'été ou des vacances. Alors, au point de vue épidémiologique et clinique, il s'agit des primo-infections, plus de 90%, c'est des visiteurs qui sont restés 5 jours sur place, normalement, tous les âges, surtout des hommes. La symptomatologie est classique, avec une fièvre élevée, une plasmodium vivax, une malaria vivax classique. La fièvre peut être journalière, évolue vers la fièvre tierce en 10 jours, jamais d'hospitalisation. C'est des cas à peu près bénins. On a plus que le plasmodium vivax qu'on diagnostique et soigne en Amazonie. Ça répond de façon excellente au traitement, aussi bien au point de vue parasitologique que clinique. Il n'y a pas de rechute, c'est très curieux. Il est un parasite qui est tout à fait similaire à plasmodium vivax. Je vous parlais tout à l'heure qui explique 40% des cas de paludisme vivax au Brésil, alors qu'ici, on n'a jamais vu de rechute. Et on est même allé jusqu'à infecter des singes splénectomisés. On a mis sous des cages toilées. On n'a pas traité par la primaquine, on a traité par la chloroquine et ils n'ont pas eu de rechute. Donc, on n'a pas peut-être les reculs pour dire qu'il n'y a pas de rechute, ce qui serait quand même étonnant. Mais pour l'instant, on n'a pas vu de rechute dans ce cas-là. La médiane entre l'exposition et l'apparition de symptômes est de 22 jours et l'intervalle du temps moyen entre le premier symptôme et le diagnostic est de 13 jours, 2 semaines, ce qui est quand même très important. Ça ne correspond pas du tout au temps un centre de santé, mais pour faire le diagnostic d'un paludisme en Amazonie, même le plus lointain, même le plus petit, 60% des cas en Amazonie en général sont diagnostiqués en moins de 48 heures. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et alors, dans cette région-là, ça met 2 semaines et heureusement, c'est un paludisme très bénin, mais c'est pour cela justement qu'en dehors de l'Amazonie, la létalité d'un cas de paludisme diagnostiqué en dehors de l'Amazonie peut être de 60 à 200 fois plus grand que les cas diagnostiqués en Amazonie. Ça veut dire un cas qui est diagnostiqué à Rio de Janeiro, à São Paulo ou à Porto Alegre, dans les centres très bons de médecine, sont souvent diagnostiqués avec beaucoup de retard. Et vous imaginez comme il y a des cas importés, comme je vous ai dit, y compris d'Afrique, souvent les cas évoluent vers la mort. Souvent, c'est un peu trop dire, mais pas rarement. Alors, ce foyer, cette microépidémie a été très, très annoncée à l'époque médiatique. Et malgré cela, ça n'a pas changé si on considère avant 2015, 2016, 2017
2016-2017, le nombre de jours écoulés entre le moment où le début de symptômes et les diagnostics n'a pas changé. Donc, changer l'esprit des gens en dehors des zones d'endémie pour leur dire qu'il faut penser au paludisme, ce n'est pas une tâche facile. Alors, je vous ai dit que la majorité des cas sont importés. Alors, je vous montre comment c'était en 2014 et je vous montre comment c'était dans les centres d'infectologie à la Fiocruz, à Rio de Janeiro. Presque 70% des cas étaient des cas autochtones diagnostiqués et reçus à cette époque, à ce centre. Donc, il fallait étudier les méthodes, la forme de transmission était très importante parce que notre soupçon, c'est qu'effectivement, il s'agissait de Plasmodium simium après que Leonidas Dean a montré un cas de Plasmodium simium chez un garde forestier qui l'aidait à capturer des moustiques en haut des arbres dans la forêt atlantique de São Paulo. Alors, il fallait des méthodes moléculaires, c'est ce qu'on a fait et publié en 2017, parce que c'est important pour la santé globale qu'on définisse les stratégies de prévention et lutte, puisque si c'est un cas transmis de forme zoonotique, on ne peut plus imaginer éliminer la transmission dans cette région. Alors, la première des choses, on a fait le séquençage complet du génome mitochondrial de Plasmodium simium et les échantillons descendants aussi bien de singes infectés que des cas humains ont permis l'alignement de presque 800 séquences de Plasmodium vivax répertoriées au GenBank et on a pu identifier deux polymorphismes nucléotidiques simples qui différencie Plasmodium simium de vivax, qui est très important parce qu'il se ressemble énormément. Le bon parasitologue, quand il voit la lame d'un simium, commence à râler. Il ne sait pas expliquer, il dit c'est un peu différent, c'est un peu, je ne sais pas, c'est un peu plus comme ça, un peu plus granulé, je ne sais pas. Et puis, effectivement, ce n'est pas exactement la même chose, mais il faut beaucoup de connaissances pour le dire. C'est ce qu'a fait Leonidas Dean, qui était un très grand parasitologue en 66, mais je ne pense pas que ce soit une tâche facile. Donc, il fallait un outil moléculaire. Et effectivement, ce séquençage nous a permis une méthode simple de diagnostic moléculaire qui fait ce diagnostic, pas seulement la différenciation entre simium et vivax, mais entre simium et tous les autres plasmodies non simium, aussi bien chez l'homme que chez les singes. Et après, on a fait le séquençage du génome complet du simium. Et ce que vous voyez ici, c'est les cas regroupés avec un seul ancêtre, ce qui fait qu'on peut classer le Plasmodium simium comme monophylétique avec un seul ancestral et au sein de la grande diversité des Plasmodium vivax en Amérique. Donc, Plasmodium simium est 6 fois moins polymorphique que le Plasmodium vivax, ce qui montre qu'effectivement, ce n'est pas une transmission zoonotique classique qui a passé d'un animal à l'homme, mais c'est, on a nommé ça une zoonose reverse, puisque c'est de l'homme vers le singe que le changement de hôte s'est passé. Et on estime, on a pu postuler ça avec le généticien, on postulé ça de notre groupe, que cela s'est passé à peu près il y a 5 ou 6 siècles, donc à l'époque de la colonisation par les Européens. On a passé aux singes et à mon avis, cela a atténué un peu cette souche qui finalement après est retombée sur l'homme de façon à ne pas causer un paludisme très grave. Je vous ai dit, il est beaucoup moins grave qu'un vivax qu'on trouve en Amazonie. On a pu aussi prêter attention aux gènes codants pour les protéines qui sont impliquées dans la pénétration des érythrocytes par les parasites. Et il paraît que le Duff binding protein 1 et le reticulocyte binding protein 2A sont deux gènes qui montrent des délétions qui pourraient être impliquées dans l'adaptation de ces variants aux singes et à l'homme. Ça veut dire que pas tous les parasites qui infectent le singe auraient la capacité d'infecter l'homme. Alors, je vous montre cette diapo qui a été gentiment fournie par nos collègues du secrétariat de santé de Rio de Janeiro, en montrant qu'une très importante épidémie qu'on a eu à faire face entre 2016 et 2018 de fièvre jaune a fait une très grande épizootie et une très grande mortalité de singes et a supprimé cette épidémie de paludisme. Donc, on comprend bien que l'existence de singes infectés est importante pour la manutention de la transmission de cette forme de paludisme humain.
zoonotique. Alors, c'est la dernière diapo que je voulais vous montrer pour dire que aux 4 types, maintenant 5 espèces, puisque en 2010, Sutherland a montré que le Plasmodium ovale décrit en 1922, et en fait 2 espèces qu'on appelle jumelles Saint-Patrick il faut rajouter 3 autres, le Plasmodium indolésie, que tout le monde connaît, qui a été montré qu'il peut causer un paludisme très grave chez l'homme depuis 2004, le Plasmodium pneumologique, qui est plutôt un accident de route qui peut infecter des individus dans la même région de Malaisie, et Plasmodium simium, qui était connu comme un parasite des singes depuis 1951 et qu'on a pu montrer, qui expliquait les cas de paludisme qu'on voyait régulièrement dans la région montagneuse de Rio de Janeiro. Bon, voilà, je vous remercie beaucoup, aussi qu'à toute mon équipe qui a impliqué plusieurs centres de recherche de la Fiocruz dans le Brésil et des collègues aussi bien un Indien en Arabie Saoudite qu'un Anglais au Japon qui nous ont beaucoup aidés pour la partie génétique aussi. Merci beaucoup. Merci, Claudio. Il y a des questions dans la salle? Oui. Merci, mon cher Claudio, pour la qualité de ton français d'abord. Merci à vous tous d'être là et pour cette séance ensuite. Et enfin, mes souvenirs m'ont amené à admirer un monsieur qui s'appelait Carlos Chagas, comme une gloire brésilienne très grande. A-t-il participé à cette quête, cette lutte extraordinaire contre la malaria? Oui, effectivement, il a participé et Carlos Chagas fait partie de très grands parasitologues de l'école de médecine expérimentale au Brésil. Allô. Et il a fait plusieurs missions et c'est au cours justement d'une de ces missions où il a été appelé pour étudier la transmission du paludisme qui tuait des gens qui construisaient une route de chemin de fer. Il a pu découvrir et décrire la maladie de Chagas. C'est quelqu'un qui avait fait beaucoup d'études et Oswaldo Cruz, après, tout le monde le sait, après son séjour à Pasteur, comme un élève au cours, il a suivi les cours, c'était la septième promotion du cours de Pasteur. Je pense que Pasteur était déjà mort, c'était l'époque de Roux. Et en rentrant, il a créé l'Institut, vous savez, qui était un institut qui était centré ou inspiré de l'Institut Pasteur, qui était pour lutter contre les endémies brésiliennes, mais il était guidé et inspiré par les sons de Pasteur, et c'était un centre de recherche. Alors que c'était un endroit qui voulait saner les ports et puis lutter contre les endémies, y compris à Rio, la fièvre jaune, la variole, la peste. Sa première publication a été sur les moustiques transmisseurs du paludisme. Donc Chagas était de cette époque un de ses élèves préférés et vous savez su qu'à cause du paludisme, il a été évoqué et suggéré 2 fois pour le prix Nobel. Oui, monsieur Richard Lenoble. Merci Claudio d'avoir relevé ce problème qui est un peu angoissant d'espèces animales qui passent à l'homme, qui passent cette barrière interespèces. Pour les 4 espèces dont tu as parlé, j'éliminerai Plasmodium cynomologique qui est réellement accidentel au point de vue de la transmission chez l'homme. C'est une piqûre d'un laborantin, enfin c'est assez accidentel. Et pour 2 autres espèces, Plasmodium knowlesi et Plasmodium simium, on est dans un cas un peu comparable, donc du passage d'une plasmodie du singe à l'homme par l'intermédiaire d'un vecteur anophèle. D'accord ? La question que je te pose, est-ce qu'on a éventuellement découvert une transmission d'homme à homme de l'une de ces 2 espèces, voire par transfusion, ce qui est peut-être décrit, mais qui aurait peu d'importance épidémiologique, mais surtout, est-ce qu'il y a une transmission d'homme à homme avec reconnaissance d'un vecteur particulier? Ça, c'était la question que je voulais te poser. Puis une remarque, je voulais insister sur un point de collaboration dans le domaine du paludisme entre la France et le Brésil. Notre ami Claudio Ribeiro est responsable d'un séminaire, dit séminaire Lavran et Dille, de paludisme. Et ce séminaire, qui se réunit une fois par an,
a l'énorme originalité de regrouper sur une même île, dont je ne me souviens pas du nom, à côté de Rio, des étudiants travaillant sur le paludisme en thèse ou en mémoire. Et tous ces étudiants sont réunis et pendant 8 jours, ils sont face à un jury qui répond aux questions qu'ils peuvent poser ou qui critique l'avancement de leur travail. Et on a une collaboration franco-brésilienne. J'ai pu faire partie de très heureusement, de ces jurys dans cette île brésilienne. Et je tenais à faire remarquer ça et avoir peut-être les dernières informations sur ce séminaire Lavron-Andine par son promoteur, Claudio Ribeiro. Merci. Merci, Dominique. Bon, je commence par la question. Il y a une très bonne question. Et je commence par le plasmodium simium, qui est celui qui s'est passé au Brésil. Il est transmis par la piqûre d'un moustique qui pique aussi bien les singes en canopée des arbres que les singes ou l'homme en bas, au niveau du sol. Donc, il pourrait très bien avoir la transmission interhumaine. Ça veut dire qu'un moustique piquerait un individu et après, un autre, passant le paludisme. Et tu as tout à fait raison de poser cette question parce qu'il y en a certains qui disent que tant qu'on n'a pas montré qu'un cas de paludisme zoonotique a passé de l'homme à un autre homme, on ne peut pas dire que ce soit un paludisme humain. Et même s'il est fréquent, comme le Plasmodium knowlesi, qui a beaucoup d'importance en santé publique parce que c'est un paludisme très grave, même s'il est fréquent, c'est le paludisme le plus fréquent maintenant en Malaisie. C'est le Plasmodium knowlesi. On ne peut pas dire que c'est un paludisme humain. C'est une raison un peu radicale, mais tu as raison de la poser parce qu'il y en a certains, comme Nicolas White, considèrent qu'on ne peut pas les classer comme des paludismes humains tant qu'on n'a pas répondu à cette question. Alors, pour ce qui concerne le séminaire, tu nous as honorés avec ta présence plus d'une fois. C'est un séminaire qui a été inspiré d'un autre en France, auquel je n'ai jamais été, mais je faisais partie d'une fondation, du comité scientifique d'une fondation internationale, l'Aveyran, et maintenue par Charles Mérieux. Et j'ai entendu qu'il y avait un séminaire l'Aveyran, créé par Daniel Camus et Pierre-Ambroise Thomas. Le deuxième était un ami et un ancien membre de cette maison, et puis était un membre honoraire de la nôtre, étranger. Et ce séminaire, je suis rentré au Brésil après avoir su l'existence de celui-là, qui était un séminaire destiné aux étudiants de parasitologie en France. Et comme en France, les choses sont nationales et un peu standardisées, les étudiants de parasitologie avaient droit de venir à ce séminaire, qui était plutôt un séminaire pour apprendre de nouvelles concepts, de mise à jour, etc. Alors, on a créé un séminaire qui est destiné aux étudiants en paludologie, brésiliens surtout, parce que le financement est exclusivement brésilien. Et les 15 étudiants, pour être précis, passent devant un massacre de 5 jours avec 15 collègues, dont obligatoirement 3 Français. Nous avons l'aide, c'est un événement régulier de la coopération France-Brésil, et nous avons 3 collègues français qui viennent nous honorer. La dynamique fait qu'il y a 3 groupes de professeurs et 3 groupes d'élèves. Chaque groupe a un professeur français et nous discutons, nous analysons, nous critiquons et nous aidons l'élève à faire face aux critiques et à repenser parfois ses projets. On a fêté l'année dernière 25 années d'organisation de ce séminaire, ce qui est quand même rare, même dans d'autres pays et dans le nôtre où les financements n'est pas toujours stable. On doit dire, je profite de la présence de ma collègue, ma confrère Eliette Bousquela, aussi membre de cette maison, comme le professeur Georges Aubert, qui est la directrice scientifique de la Fondation d'appui à la recherche à l'État de Rio de Janeiro, et dire que grâce à cette fondation surtout, et la Fondation Oswaldo Cruz, et au ministère de la Santé, de façon très, même je dirais surprenante, parce que le ministère a des compromis de lutter contre les maladies et pas de former des docteurs. Donc, ils comprennent l'importance de cette proximité de l'académie et ils sont des financeurs très importants de cette initiative. Je te remercie de l'avoir évoqué et on l'aura cette année. La seule interruption a été pendant la pandémie. Merci.
Dernière question. Patrice Debré, une dernière question? J'ai encore une question pour toi, excuse-moi. Dans une perspective vaccinale, tu nous dis d'un côté que le simien fait qu'il n'y a pas de rechute. Bien ça. Deuxième. L'infection par le paludisme simien ne donne pas de rechute. C'est ce que tu as dit à un moment donné. Il n'y a pas de rechute. J'ai mal interprété ou est-ce qu'il tu n'as pas dit à un moment donné qu'il y avait des rechutes? Parle au microphone, Patrice, tu as un peu de mal. Pardon? Moi, j'avais compris qu'il n'y avait pas de rechute. Non, il n'y en a pas. Donc, donc, Claudio me confirme qu'il n'y a pas de rechute. Est-ce qu'un individu traité juste au début de l'inoculation a non plus pas de rechute? Autrement dit, dans une perspective vaccinale, on sait qu'effectivement, parfois dans les tests expérimentaux, on s'infecte expérimentalement et on se traite après. Est-ce que dans ces cas-là, ça ne pourrait pas servir de vaccin? On infecte et on se traite directement après. Oui, c'est un raisonnement d'immunologiste, ça, hein. Mais ça veut dire que tu essaierais de vacciner une population qui est soumise à la transmission ou à l'exposition du paludisme à vivax avec une infection par le Plasmodium simium. C'est compliqué au point de vue opération, mais je dirais que avec ce qu'on sait, la proximité immunologique est énorme, donc au presque total. C'est comme brasilianum et malarié, donc c'est faisable. Alors, mais ça serait aussi fou que le vaccin de Steve Hoffman, qui voulait infecter, traiter, et après, je pense que c'est pas faisable en grande échelle, mais c'est concevable. Sans parler du problème des souches. Peut-être qu'il ne va pas protéger à toutes les souches de Vivax. Merci beaucoup, Claudio.